bonjour à chacun d'entre vous. Là. Merci pour votre accueil. Au moment où j'étais invité à venir vous rejoindre cette semaine, Alban a proposé que je puisse contribuer aux échanges qui sont programmés cette semaine. J'avais envie de vous proposer quelque chose que l'on fait avec les enseignants supérieurs, puisque je viens de l'Université catholique de Louvain, et dans une cellule d'appui qui s'appelle le Louvain Learning Lab. Et pour ceux qui ont peut-être connu les versions précédentes, c'est une formule qui a beaucoup de... Enfin, c'est ce genre de formule-là, pas nécessairement ce contenu-là, c'est ce genre de formule qui a beaucoup de succès auprès des équipes enseignants et enseignants, parce qu'en fait, dans les outils qui vont vous être présentés là, je vais vous parler de pratiques pédagogiques sur le numérique. Généralement, on connaît déjà plusieurs outils. Et à chaque fois, moi, je suis étonné d'entendre le même feedback de la part des participants et des participantes qui disent, mais en fait, on connaît parfois même davantage que la moitié des outils qui sont là. Mais ça nous intéresse quand même parce que du coup, ça permet de comparer ou de discuter de solutions alternatives et qui sont là. Donc, je vais probablement raconter des choses qui sont déjà connues pour certains et pour certains d'entre vous. Et puis, si vous avez des idées de solutions alternatives, c'est l'occasion d'en parler. Alors, c'est fait dans un format qui est un format pop-up. Le format pop-up, chez nous, c'est un format où on enchaîne les contenus en principe toutes les 3 minutes. Donc, si je voulais gérer la chose comme il fallait, je devrais mettre mon timer ici pour enchaîner. Mais tranquille, j'ai pas envie de le faire, honnêtement. Donc, je vais y aller tranquille. En principe, ça dure 1 heure. Et on va surtout engager une conversation. Moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est pas d'arriver au bout de la 10e slide. Voilà. Alors, ce que je vais faire, par contre, c'est juste réduire ici. C'est plus confortable pour les personnes à distance. Je vais faire le maître du bruit. La salle est faite avec un micro qui enregistre tout le bruit, ce qui fait qu'il gère les niveaux sonores en fonction des interventions de chacun. C'est-à-dire que si vous souhaitez prendre la parole ou parler normalement, le niveau sonore, enfin, l'enregistrement du micro va monter. Et ce qui fait que si vous discutez entre vous un peu trop fort, le niveau sonore de l'enregistrement va monter et à distance, il va entendre aussi un casque. Donc, si vous échangez entre vous, soit échanger avec tout le monde, soit vraiment très bas, éviter de rentrer dans l'organisation. Ou vous préférez discuter tranquillement autour d'un café, voilà. C'est tout à fait faisable aussi. Moi, franchement, je n'en prendrai pas mon ombrage. Donc, mais vous vous rendez compte, un magnifique outil de gestion de classe. Vous avez rêvé de ça avec vos élèves quand ils chuchotent. Attention, les autres vont comprendre, mais ça va être inconfortable. Attends, je ne comprends pas. D'habitude, quand je parle, ça se passe bien. Donc voilà, merci pour votre compréhension. Je vais m'assurer, est-ce que l'un ou l'une d'entre vous à distance peut prendre le micro 2 secondes et nous renvoyer un OK, tout va bien, on entend bien, ça se passe bien. Michel, Marcia. Tout va bien, ça se passe bien. Allez, super. Merci Thierry, merci beaucoup. Oui, Michel. Le son est très très mauvais, donc c'est très haché, on entend absolument toutes les discussions, donc c'est vrai que c'est assez pénible. Voilà, je crois que le message est bien passé, donc merci. Voilà. Merci de le renforcer. Et est-ce que je peux te demander un service en retour, Michel? Michel et puis les autres collègues, est-ce que vous acceptez d'ouvrir votre caméra pour que je puisse vous voir? Comme ça, j'aurai un contact visuel avec chacun et chacune, ce sera vraiment chouette. Pour ceux qui sont là, par contre, vous devez vous tordre le cou pour regarder les collègues, mais en tout cas, pour moi, c'est vraiment chouette. Ça me permet de voir aussi les variétés de situations dans lesquelles vous êtes, n'est-ce pas, Dominique? On n'est pas toujours, on n'est pas toujours installé sur un bureau. Ok, super. Allez, sans plus attendre, je démarre. Juste, je mets au bon endroit. Voilà, alors... quels sont les outils que je pourrais... J'en ai sélectionné quelques-uns. J'ai essayé de faire en sorte que pas les outils soient trop spécifiques. Il y en a certains qui sont déjà installés. Il y en a d'autres pour lesquels il y a des choses comme celle-là. Et puis, il y a surtout des alternatives que vous connaissez peut-être. On va en parler. Pour ça, des préenregistrements audio et vidéo. Alors, il y a un outil, H5P. On pourrait le mettre dans 2 catégories, mais je vais commencer par celui-là. Dans les outils que je conseille le plus souvent aux enseignants et aux enseignants, c'est l'outil Loom. Il y a d'autres outils comme Screencast-O-Matic, il y en a plein en fait, qui sont des sous-produits de produits payants. Loom, c'est un produit qui fonctionne très très bien, qui est très agréable à utiliser, prise en main très facile, on aura l'occasion d'en parler. H5P, c'est une espèce de couteau suisse du numérique. H5P, ça fait plein de choses, et en particulier, ce que ça fait super bien, c'est pour ça que je l'ai mis dans la catégorie pré-enregistrement audio et vidéo. Si vous avez des enregistrements qui ont une certaine durée, ou si vous avez identifié des ressources vidéo qui sont présentes par exemple sur YouTube ou sur une plateforme grand public,
et vous avez envie de l'utiliser pour votre enseignement, mais de proposer des pauses intelligentes. Hein. Voilà, la vidéo s'arrête toute seule. Vous connaissez peut-être déjà ça. Voilà, les vidéos interactives, vous êtes plusieurs à l'utiliser. Donc ça, c'est vraiment un super outil pour faire ce genre de choses. On aurait pu aussi le mettre dans le volet interagir avec le contenu. Voilà, moi j'ai choisi de le mettre ici pour vraiment parler juste de cet outil-là. Interagir avec les étudiants, je vais vous parler de 2 produits belges. WooClap et WooFlash, vous savez que ce sont des produits belges. Voilà, mais sinon, je suis fier de ça, évidemment. En tant que belge, c'était un peu incontournable. Des outils pour interagir, des murs virtuels, ça c'est vraiment extrêmement confortable. J'aurai l'occasion de raconter les différences entre l'un et l'autre. Après, il y a des outils pour interagir avec le contenu qui sont très très appréciés, qui ont une gamme d'usage qui est très très large. Et Geniali, qui est un produit espagnol à la base, mais qui est vraiment utilisé de façon incroyable. On peut faire beaucoup de choses avec Geniali. Et alors, il y a Classroom Screen, la digitale, des outils un petit peu couteau suisse aussi, donc j'aurai l'occasion de vous raconter tout ça. Alors, je vais vous le raconter comment? Je vais vous le raconter de façon extrêmement... Ah oui, j'en ai oublié 2 là. Il y a Gather Town, je ne sais pas si vous connaissez cet outil-là. Non, j'en dirai un mot. Et Microsoft Forms, éventuellement, voilà, ça fait partie des choses possibles. Alors, comment ça fonctionne normalement? Je m'oblige à ne pas parler plus de 3 minutes pour chacun des outils. Et puis, on fait un échange autour de ça. Donc, je ne vais peut-être pas rester exactement dans ce format-là. Et l'idée, c'est que, du point de vue de la structure, chacune des fiches qui sera présentée respectera toujours la même forme. Une description de l'outil qui tient en 3 lignes pour dire c'est quoi. Des objectifs pédagogiques faisables, atteignables, pour l'essentiel, comment est-ce qu'on peut mettre en place cet élément-là, quelles sont les 2 premières marches d'escalier pour se lancer. Quelques particularités, bon, et là je vous ferai des commentaires, hein, c'est surtout cette partie-là, moi, que je vais présenter. Et alors, en parlant des modalités, bon, alors maintenant on a le retour au présentiel, donc notre modalité c'est la présence, hein, à titre principal. Il y a certains de ces outils qui permettent de faire de la continuité, c'est-à-dire que pour les étudiants ou les élèves empêchés, qui sont malades parce qu'ils sont loin, pour toute une raison, on peut aussi leur proposer de faire l'activité chez eux ou chez elles, donc ça peut être ça. Alors Loom, catégorie pré-enregistrement. Alors, Loom, c'est quoi? C'est donc un outil de pré-enregistrement pour lequel vous allez devoir vous installer localement sur votre ordinateur lorsque vous vous connectez pour la première fois. Vous cherchez Loom, L-O-O-M, et là, il va vous demander d'installer un logiciel. Ce logiciel, il va servir à quoi? Il va servir au système à vérifier en se connectant sur une page web, il va permettre de vérifier que vous disposez toujours de la bonne et la dernière version. Pratiquement, comment ça fonctionne une fois que l'installation est faite? Moi, ce que je vous recommande, c'est d'explorer les options pour bénéficier de l'utilisation pédagogique. Là, vous communiquez avec Loom dans la formulaire d'enregistrement et vous leur dites bien que vous êtes prof. Ils vont chercher via l'extension de votre adresse professionnelle, donc utilisez plutôt votre adresse professionnelle, celle de votre compte enseignant-enseignante. Et à ce moment-là, ils peuvent vous accorder la gratuité. Si vous n'avez pas la gratuité, ce n'est pas forcément grave parce qu'il va vous obliger, Loom, à faire des enregistrements d'une durée maximale de 5 minutes. Voilà. Déjà, si on fait en sorte que nos élèves regardent une vidéo plus longue que 30 secondes, hein, ou 5 secondes à l'ère d'Instagram et des réels, etc., j'en regarde beaucoup aussi, donc ça dure pas très longtemps. Et donc, 5 minutes, c'est pas mal. Ça respecte le rythme de nos élèves, et puis si on se trompe, on se prend les pieds dans le tapis, c'est pas grave, on recommence les 5 minutes. Donc, c'est une fausse bonne idée. Pensez qu'on a des outils. J'aurais pu vous parler du screencast automatique, par exemple, qui est aussi un outil gratuit qui lui permet d'aller jusqu'à 15 minutes. Donc, si vous vous sentez à l'étroit dans les 5 minutes, et si éventuellement vous n'arrivez pas à obtenir la licence gratuite d'éducation, la screencast automatique vous permet d'aller jusqu'à 15 minutes. Cet outil-là, Loom en particulier, il est YouTube compatible. Ça veut dire que lorsque vous récupérez la vidéo, d'accord, vous pouvez facilement la pousser, la télécharger sur un compte YouTube ou sur un compte d'établissement, parce qu'en fait, il respecte un format web qui marche bien. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. On n'a pas de souci avec ce genre de choses. Bon, vous imaginez bien ce qu'on peut faire avec des capsules vidéo en format préenregistré. Ce qui est intéressant aussi avec ce genre d'outils, c'est que comme ils sont très faciles à utiliser, lorsque vous êtes à l'aise avec l'outil, vous pouvez aussi le proposer à vos élèves. Donc, ça, c'est quand même super intéressant. Et nous, ce qui nous intéresse dans les pratiques numériques, c'est pas seulement d'outiller les enseignants avec ce qu'il faut, c'est surtout aussi de pointer des outils faciles d'accès pour nos élèves. D'accord ? Donc ça, c'est intéressant. Donc au niveau des options d'enregistrement, essayez de trouver les options gratuites.
Au niveau des modalités, c'est majoritairement de la formation synchrone pour des disciplines à distance. Plutôt, on va associer une mission. Pour ceux qui étaient là ce matin, je parlais de l'importance d'associer une mission. Donc là, si on fait référence au modèle chez Wiley, je vous parlais du modèle ICAP, mais là, en fait, on va donner une mission qui sera une mission pas seulement de regarder, d'écouter pour prendre connaissance, mais de donner une mission qui précise bien, lorsque tu regardes cette vidéo, identifie tel ou tel élément. Ou dans cette vidéo, il y a une espèce de petit jeu, il y a 3 indices, il faut que tu détectes les 3 éléments qui parlent d'eux. D'accord? Ou bien, dans cette vidéo, il y a un exemple, raconte avec tes propres mots ou capture les 5 idées clés de cette affaire-là. Donc, c'est important toujours de donner une mission très précise pour qu'il y ait un engagement, une sélection dans l'information qui ne se trouve pas. Juste à regarder, il y a de fortes chances qu'on passe à côté. Voilà. Alors, matériellement, je n'ai pas fait de capture d'écran ici, j'en fais aucune d'ailleurs, donc vous devez me faire confiance. Vous pouvez choisir de mettre votre image, qui est captée par la webcam, et votre image, elle va apparaître dans un cercle, qui prend juste à peu près la taille de ma main, ou qui peut grandir jusqu'ici. Alors, la valeur ajoutée d'avoir sa tête dans une vidéo, pédagogiquement parlant, il y a des études qui disent qu'on n'obtient pas de meilleurs résultats de notes à l'examen ou à ses épreuves, etc., quand on voit la tête du prof dans la vidéo. Par contre, nos élèves, ils aiment bien. C'est nous, puis on raconte à peu près les mêmes choses à l'écran. Et c'est aussi pour vous dire, mettez-vous à l'aise. Personne n'aime entendre sa voix. Personne n'aime se voir en vidéo ou en photo. C'est juste horrible. C'est comme ça. Mais il n'y a que nous qui le pensons, parce qu'au quotidien, en fait, voilà. Donc, soyez à l'aise avec ça. Juste la tête, soyez spontané, ça passe super bien. Et moi, je dis la même chose au prof du supérieur. Je dis, mets-toi à l'aise, fais-le tranquillement. Ça apprécie beaucoup. Voilà. Alors, ça, c'était pour Loom. Maximum 5 minutes d'enregistrement, très facile à utiliser. H5P. Bon, H5P, c'est un couteau suisse, mais c'est un gros couteau suisse, parce qu'il y a une bonne quarantaine d'outils. Et plutôt que d'en parler, est-ce que je peux me permettre de demander à celles et ceux d'entre vous, vous avez fait des signes en disant on est plusieurs à utiliser H5P, est-ce que vous accepteriez de nous donner un exemple d'usage H5P avec de la vidéo? Vidéo interactive. Pour donner des directives? Non, vidéo interactive. Ah oui, d'accord. Encore un autre exemple? Oui. Imaginez qu'on ait une connaissance à passer, et on peut la connaissance 3 à 4 fois, avoir comme feedback de la part des élèves, les interroger par rapport à la minute qui a précédé, par exemple, sur Donc, ça veut dire que dans ce couteau suisse, il y a une lame en particulier, enfin un outil qui vous intéresse, ce sont les vidéos interactives. Et les vidéos interactives, effectivement, ça permet de prendre une vidéo existante ou une vidéo pour la déposer soi-même. Et là où on pose habituellement des questions à nos étudiants et nos élèves, en fait, c'est le système qui va s'interrompre automatiquement, qui va proposer différentes formes de questions. Alors, soit on peut décider, parce que le comportement d'usage est très souple, donc c'est vraiment vous qui décidez, soit vous imposez que la vidéo s'arrête, les élèves sont obligés de répondre, éventuellement il y a du feedback pour dire « Ok, bravo, tu as bien trouvé la bonne réponse », il s'agit d'eux. Vous savez que dans les feedbacks, il faut pas juste dire « bravo », il faut expliquer pourquoi c'était bien, et inversement comment, pas la leçon. Et donc, la vidéo s'interrompt, et aussitôt qu'on a validé la réponse, automatiquement la vidéo reprend. Donc, ça fait des pauses intelligentes, et vous décidez de l'endroit où vous le faites. Donc, en faisant ça, vous pouvez vraiment imaginer la liste des questions que vous avez habituellement lorsque vous enseignez, eh bien, vous pouvez demander à faire en sorte que la vidéo reproduise ce comportement. Ça, c'est bien pour les élèves qui regardent la vidéo pour la première fois. En gros, ils ne connaissent pas encore complètement tous les éléments, donc ça peut être intéressant. Après, ça peut être chouette de se dire, si c'est une vidéo de révision, peut-être que les élèves connaissent certains éléments, et donc on pourrait laisser libre la possibilité aux élèves d'appuyer « Maintenant, là, je veux vérifier ». C'est vraiment un choix à faire. C'est pas toujours facile en fait de faire ces choix-là. Donc la bonne chose, c'est de tester d'abord une petite vidéo pour commencer, en faire 2, 3, et puis poser des questions à vos élèves. Demandez-leur comment ça se passe, si les questions les ont aidés, s'ils ont trouvé ça confortable. Parce que là, moi, ce que j'ai comme feedback, y compris à l'UNIF, c'est que de forcer la pause, de vérifier, et juste des questions de vérification. Ce n'est pas des questions compliquées. Et dans les exemples que je donne régulièrement à l'UNIF, ce sont des exemples où les questions ont été écrites par des étudiants des années supérieures. Ce sont vraiment juste des questions de révision, pas des questions imaginées par un prof. Et ça fonctionne bien. Et derrière, ça génère plein de questions et d'interactions autour de la vidéo.
Donc, vidéo interactive dans H5P, ça c'est vraiment un très bel outil. Voilà. Alors, H5P, quand vous l'utilisez, est-ce qu'il est intégré dans votre plateforme de formation? Comment vous mettez la main sur H5P pour l'utiliser dans vos enseignements? L'équipe du fond là-bas qui l'utilise déjà, je vous ennuie, hein? J'utilisais Logiquiz pour les cours en ligne sur nos ordinateurs et diffuser via des liens grâce à DigiQuiz en utilisant la digital.net. Ok, donc tout le monde voit ce que c'est, ces affaires-là. Donc ça, c'est. Donc je vais faire un parallèle quand je parlerai de Classroom Screen. C'est pas tout à fait la même chose, mais c'est une boîte à outils qui est indépendante d'une page web. Donc en gros, ça permet, grâce à cette. Donc c'est un petit peu comme si on prenait une espèce de mini caisse à outils, d'accord? Et cette caisse à outils, elle est indépendante d'une plateforme de formation en ligne ou indépendante d'un site web dans lequel H5P serait intégré. Et donc, avec les outils, tu veux bien rappeler, s'il te plaît? Logiquiz et DigiQuiz. Logiquiz et DigiQuiz. Donc ça, ce sont les deux éléments qui vont vous permettre d'utiliser H5P complètement indépendamment. Et ensuite, ça va générer un lien qu'on va pouvoir récupérer. Donc en fait, ce que fait ceci, c'est qu'il se connecte avec le compte h5p.org, peut-être le hub de H5P qui va arriver. Alors, ce qu'il faut savoir par rapport à ça, ce qui est intéressant, c'est qu'on est dans des outils qui sont des outils gratuits, des outils open source. Et il y a une initiative extrêmement intéressante à regarder du côté de H5P. Alors, je n'ai pas regardé les pourcentages de progression. Ils sont calés depuis quelques mois à 94, je fais la traduction, hein, 94 du belge vers le français. Donc, 96%, il en faut juste 4% pour que le produit soit complètement disponible. Mais avec le hub H5P, n'importe quel enseignant ou enseignante va pouvoir partager des ressources qu'il a fait. Donc, vous pourrez très bien, pour commencer, juste vous inspirer de ce qui existe. Donc ça, ils sont en train de le mettre en place. Et donc, ça va permettre d'avoir un usage qui sera beaucoup plus confortable et encore plus indépendant. Sinon, en utilisant DigiQuiz, qui se trouve à l'intérieur de cette plateforme, on peut déjà faire des choses. Bon, vous imaginez bien qu'on pourrait faire 1 heure juste sur chaque outil, hein, avec plein de démos et des prises en main. Donc, l'objectif, c'est vous donner l'envie d'y revenir et d'identifier une palette d'outils, pas de rentrer dans son fonctionnement. Donc, c'est la limite du petit exposé que je vais faire avec vous. Et puis, dans les conversations, dire « Ah tiens, mais là, il y a un collègue, il y a une collègue qui l'a déjà utilisé. Je n'ai pas compris tous les outils qu'il a dit, mais ils ont l'air d'être vachement performants. Donc, poursuivez la conversation après entre vous. C'est aussi pour ça que ce genre d'événement est fait. » Voilà, on va passer dans un autre registre sur les outils de... Ça va ennuyer, mais c'est pas grave. Booklab. Qui connaît Booklab ici? Donc, Booklab, pareil, je donne la parole à quelqu'un d'autre. Moi, je travaille en lycée et je m'en sers comme un outil pour créer des exercices de réactivation dans le cadre de l'apprentissage par les sciences cognitives. Ok, d'accord. Et donc, concrètement quiz, par exemple, en littérature, la Renaissance, enfin, des termes comme ça. Et je pose des questions à mes élèves et ils doivent répondre sur leur téléphone pour interagir, pour motiver. Donc, tu prépares tes questions avant ton cours, tu identifies une série de questions. Oui. Quel genre de questions? Ça peut être placé, il y a un outil pour mettre dans l'ordre chronologique. Oui. Je fais ça aussi pour tout ce qui est littéraire. Oui. Donc, placer Antiquité, Renaissance, la Pléiade, et on les met dans l'ordre. Oui. Et cet outil-là, c'est une activité de type cliquer, déplacer. Oui. Ça, c'est une des formes de questions qu'on peut faire. Je remets dans l'ordre, on fait glisser. Déplacement. Il y a des quiz aussi. Oui. Donc, ça, c'est du vrai-faux, c'est une ou plusieurs réponses possibles. Il y a des nuages de mots. Oui. C'est intéressant. Oui. Et il y en a 2 ou 3, quelques-uns. Ouais, il y a vraiment beaucoup d'outils. Il y a la photo où on doit définir. On doit pointer sur la photo, oui, c'est ça. Par exemple, où se trouve le tibia, on trouve une image quelque part sur Internet avec un squelette. Nous, on sait où a priori se trouve le tibia. Il y a l'option aussi de... Par là. On pointe ça et quand les étudiants vont cliquer, eh bien, le système va vérifier. Et il y a l'option de participer avec un pseudonyme. Il y a un petit classement à la fin, alors ils adorent. Ça a beaucoup de succès, ça. Et en même temps, c'est un pseudo, donc c'est pas non plus le nom de l'élève, le dernier, etc. Ouais. C'est un Kahoot gratuit, ça? Exactement. C'est parfaitement résumé. Donc pour l'autre moitié de la salle, peut-être vous connaissez Kahoot, Socrative ou plein d'autres outils du même genre. Voilà, exactement. Ah, oui, tout à fait. Donc, merveilleux outil, évidemment. Alors, ce qui est génial, ce qui fait le succès de Booklab, un produit belge, évidemment. Mais si vous savez faire une question vrai-faux,
Ok. Vous savez faire tous les types de questions qui existent. C'est aussi simple que ça. Donc, ils ont une très, très grosse attention dans l'équipe de Sébastien Leb. D'abord, c'est des gens qui observent beaucoup les enseignants et les enseignantes. Ils vont sur le terrain, ils discutent avec les profs, ils regardent comment ça se passe et quand ils voient des usages qu'ils n'ont pas encore intégrés, ils essayent de les intégrer. Ils ont un succès de dingue, alors qu'il y a des très, très bons outils, des Kahoot, des Socratives et tous ces machins-là qui fonctionnent super bien. Ils ont intégré, comme dans ces outils-là, les outils de jeu, hein, donc pour les mettre en compétition, entre guillemets. Alors, la compétition, ça marche toujours bien? Oui. Plutôt bien, oui. Dans les élèves de seconde, oui. Okay. Vous observez toujours la même chose dans les autres, dans les autres. Je sais qu'il y a des enseignants du primaire aussi, j'avais détecté ça dans les collèges aussi, ouais. Pas forcément, ça dépend. Ah, ouais. En fait, on suis tapé, ils sont blasés de tout en faire, et ça leur est ça. Oui, c'est ça. Ouais. Ah oui, donc ça, c'est encore un autre type de comportement. Donc le fait de les mettre en compétition ne les motive pas pour autant. Non, ça peut les motiver, mais ça va pas. Ils commencent déjà à être blasés même de ces outils-là. C'est pas gagné. Hein. Mais c'est ce que vous dites. Alors moi, c'est vrai que je n'avais pas pensé à ça au fait d'être blasé entre guillemets. Mais il y a certains, non, des adultes, mais des jeunes métiers ne sont pas forcément friands en compétition. Parce que plutôt en coopération, il y a des personnes qui ont des comportements d'exploration, y compris quand on les met dans des situations de jeu. Et donc de se sentir mis. Alors, donc ça ne veut pas dire qu'il faut pas en faire pour ces raisons-là. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut faire que ça. Et en fait, la leçon par rapport à ça, c'est qu'il faut se méfier de ces préférences. En tant qu'enseignant, moi j'adore le jeu, c'est compétitif, puis j'adore ça. Forcément, mes gamins vont adorer ça. Je ne dis pas des bêtises quand je dis gamin, parce que je sais qu'au Québec, il faut faire attention avec certains termes. Ce n'est pas le cas ici, donc ça me rassure. D'accord, donc, enfin voilà, juste pour parler de ça, mais non, ça fonctionne super bien. Si vous savez faire un vrai-faux, vous savez faire tous les types de questions. Et alors, vous allez voir, c'est ça qui est génial. Avec le deuxième outil, alors oui, j'ai discuté avec Sébastien Leb. Il me dit que sur vos territoires, WooClap ou Flash, c'est en cours de déploiement, c'est déjà le cas. Je sais qu'il y a un marché qui a été piloté par la France métropolitaine pour rendre disponible WooFlash et WooClap à l'ensemble des profs. Donc si ce n'est pas le cas, vous allez sur LinkedIn et vous embêtez Sébastien Leb en lui disant Pascal a dit qu'on pouvait écrire. Et donc, il y a une grosse équipe commerciale. Sur le site, là, c'est testé gratuitement, ce qui sont contents qu'il y a upgrade. Oui, absolument. Mais donc, en tant qu'enseignant du secondaire et du primaire, vous avez un accès gratuit. Alors, WooFlash, j'en parlerai juste après, il y a un nombre d'interactions qui sont limitées. Et je sais aussi qu'il y a un marché, alors j'ai vu ça il y a quelques jours avant d'arriver, il semblerait que l'Éducation nationale en France a décidé de faire un marché gigantesque de 800 000 euros, un truc de dingue. Ils ont remporté le marché et du coup ce sera accessible aux conditions gratuites, entre guillemets, avec la totalité des options pour tous les enseignants. Donc ça c'est une très très bonne nouvelle. Et sinon vous pouvez déjà faire une thèse sur le sujet sans aucun problème et puis vous ferez votre migration, à mon avis, assez facilement d'expérience. Si ça se passe comme on l'a fait nous à l'UNIF, vous vous inscrivez avec votre compte professionnel et la transition sera encore plus simple. Voilà. Bon, je ne rentre pas dans les détails parce que pour l'instant, on doit faire de migration, ça marche moyennement, c'est pas grave. Alors, mais si on sait faire un vrai faux avec WooClap, maintenant on peut utiliser WooFlash. Alors, est-ce qu'il y a des gens ici qui connaissent déjà WooFlash? Non? Personne n'a au fond, ok. Toi aussi, hein, probablement. Ben ouais. Alors, la différence entre WooClap et WooFlash, c'est quoi? Là, on l'utilise principalement dans quel type de situation d'enseignement? On vérifie les connaissances, ça c'est en termes d'intention, mais on l'utilise en fait là, maintenant. On a un grand groupe et on aimerait que les personnes puissent répondre de façon anonyme. Voilà, pour faire des sondages et traiter le résultat du sondage en direct. Donc, WooClap, on va plutôt l'utiliser, je vais revenir en arrière, je fais du renforcement. WooClap, on va plutôt l'utiliser quand on est en direct. Je vais faire un cap, je vais vérifier votre compréhension, je vais faire des animations peut-être avec vous pendant qu'on est ensemble. Je vais utiliser WooClap. D'accord? Donc, c'est plutôt un outil entre les mains du prof pour vérifier, pour permettre à ses étudiants, à ses élèves de répondre. Nous, on insiste beaucoup sur l'usage anonyme. Pour encourager le droit à l'erreur. Allez-y, c'est pas grave. Si tu n'as pas la bonne réponse, c'est pas grave. Personne ne le saura. Par contre, tu pourras comprendre mieux. Ce sera plus agréable. Donc ça, c'est WooClap. Pendant qu'on fait l'enseignement en direct. Alors WooFlash, vous allez me dire, c'est quoi la différence? Eh bien, WooFlash, ça permet de faire des révisions à son rythme, tout seul. Je vais donner une correspondance, puisqu'on vous connaissez bien les outils.
Si je vous parle de Quizlet, ça vous parle? Oui. Quizlet, pour ceux qui connaissent, eh bien, vous mettez Quizlet d'un côté, vous mettez Rouflèche de l'autre côté, c'est exactement la même chose. Voilà. Voilà. Donc, on n'a pas été très inventif là en Belgique sur le coup. Mais pour tous les profs qui connaissent déjà VoClap, comme c'est très facile à utiliser, eh bien, vous aurez beaucoup de facilité à utiliser VoFlash. Et du coup, ça va vous permettre de proposer de petites animations de cours, et ça va surtout permettre à vos élèves de réviser avec, je crois qu'il y a 17 formats, il y a écrit normalement, si j'ai fait bien fait mon travail, ouais, voilà, c'est là. Il y a 17 types de questions différentes. D'accord? Donc, ça va vous permettre de combiner différentes formes de questions de vérification. Ça peut être des quiz à une ou plusieurs réponses possibles. Il y a aussi des activités cliquer, déplacer, glissement, etc. Donc, si vous êtes déjà familier et familière de l'utilisation de VoClap, eh bien, la transition sera très confortable. Et puis surtout, là, c'est plus un outil qui reste entre vos mains pendant que vous donnez votre classe. Ça devient un outil entre les mains de vos élèves pour qu'ils puissent les réviser. Et alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont intégré des dispositifs d'apprentissage espacés. J'entendais madame qui parlait de sciences cognitives. Eh bien, en sciences cognitives, on sait depuis longtemps, il y a un monsieur qui s'appelait Karl Hemminghaus. Si vous voyez une photo de ce brave monsieur, il a une longue barbe comme ça. Pas très bien quand il est né, mais il y a un moment. Et donc, ce type, déjà en sciences de l'éducation, racontait qu'il y a une courbe de l'oubli. Hein, vous savez, plus le temps s'allonge, on apprend quelque chose à un moment, et le risque que cette connaissance s'aplatisse, voire s'annule avec le temps, est très, très grande. Et donc, une des façons de s'entraîner, de réviser, c'est d'être exposé régulièrement à cette connaissance. Et donc, ils ont intégré ça dans cette solution. Et puis surtout aussi, la solution fait, c'est qu'elle observe le comportement de vos élèves. De façon anonyme, évidemment. Mais ce qu'elle fait, c'est qu'elle dit, tiens, là, c'est toujours la même question qui pose problème. Donc, de temps en temps, je vais repuiser. Moi, ma fille, par exemple, j'avais essayé de lui expliquer Quizlet. Je donne des conseils numériques. Donc, ma fille apprenait à l'école. Je dis, mais Léa, tu dois apprendre avec ce genre d'outils, c'est génial. Ouais, ça prend trop de temps, il faut écrire. Moi, je préfère les petits papiers. Et donc, elle prenait des bouts de papier, elle prenait au hasard pour réviser les langues, par exemple, puis nous, on apprend le flamand. Donc, voilà, on essaye. Donc, on prend ça. Alors, elle faisait ses vérifications de vocabulaire. Et quand c'était bon, elle les mettait dans un panier. Et quand c'était pas bon, elle le laissait dans le même panier. Eh bien, en fait, VoFlash, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller chercher dans les deux paniers, mais là où ça posait problème, tant qu'on ne l'a pas mis dans le deuxième panier, il va retourner dans le premier, jusqu'à ce que tous les petits bouts de papier aient pu passer d'un panier à l'autre. Voilà, donc l'outil va permettre de faire ça sur 17 types de questions, et vous pouvez lancer les activités, et puis surtout, vous pouvez faire en sorte que vos élèves, après, eux-mêmes, ajoutent des informations. Et ce qui est intéressant, en tant qu'enseignant ou enseignante, c'est qu'après, on peut regarder les propositions qui sont faites par les étudiants, et donc on peut faire des ajustements. Voilà. On n'est pas toujours certain que ce soit tout à fait correct. Donc moi, je vous encourage, si vous faites ça, à aussi essayer de respecter le rythme qui est nécessaire, le temps qui est nécessaire pour alimenter ces systèmes-là. Parce qu'une des raisons, ma fille me disait, alors, je dis, mais pourquoi tu n'utilises pas des machins comme ça a l'air super. Elle me dit, oui, mais au bout d'un moment, il y a tellement de mots de vocabulaire que le temps d'encodage devient trop important. Je dis, ok, mais alors, tu n'es pas toute seule, vous êtes quand même 20 dans la classe. Pourquoi vous ne faites pas ça avec des copines, avec des copains? Ouais, mais le prof, il ne nous donne pas vraiment le temps de le faire, etc. Donc, de nouveau, pareil, on a un outil magique, mais on n'intègre pas le temps nécessaire, y compris pendant le temps d'apprentissage. Donc moi, je vous dis juste comme ça quelques infos, je pense à ma fille très fort. Et si vous mettez en place des outils comme ça, c'est génial, mais prenez aussi le temps et pourquoi pas faire quelques minutes de fin en disant, OK, maintenant, c'est le temps de faire des questions, pas toujours les mêmes, on tourne. Comme ça, OK, moi, ce sera mon tour dans 6 semaines, mais pendant ce temps-là, je suis content que les autres fassent des questions de révision. Et en termes de production de contenu, faire en sorte que ce soit nos propres enfants, nos élèves qui produisent ces contenus, ça a une très forte valeur ajoutée. Donc vraiment, je vous encourage à utiliser ce type d'outils. Alors, Mural. Mural ou Miro? Non? Oui? Alors, c'est vrai que si vous dites oui, vous vous engagez à donner une réponse. Donc, là, vous avez le choix. J'ai déjà été dans cette direction-là, mais vous êtes la bienvenue. Donc, l'une de vous deux peut nous expliquer ce que c'est? En fait, je suis comme utilisatrice, c'est-à-dire qu'on m'a invité sur un mural. Donc, je ne peux pas créer. Le principe, c'est de créer une espèce de plateforme gigantesque où chaque participant va pouvoir déposer. Ça peut être une carte postale, ça peut être une image, ça peut être un diaporama. En fait, le principe, c'est que chaque participant de la formation apporte sa pierre à l'édifice, sa pierre au mur, si on veut filer la métaphore. C'est assez intéressant, mais je trouve que ça a l'air assez lourd quand même à manipuler. Et après, ça fait une espèce de grand tableau blanc où il y a la trace, en fait,
de toutes ces pierres au fil du temps. Donc c'est bien quand c'est une formation qui est déclinée sur plusieurs sessions, quoi. Vous avez un complément à faire? Dans le même cadre. Et vous percevez les mêmes difficultés ou les mêmes limites? En plus, au niveau de la personne qui gère justement cette plateforme, d'organiser, c'est vrai que le formateur qui vous propose d'ailleurs, on avait organisé nos sessions sous forme d'épisodes. C'est ça, oui, les Vous épisodes. permettez de bien articuler les choses. Donc je résume, Mural, Miro, tous ces outils-là, ce sont des tableaux blancs, d'accord, des grands tableaux, qui ont des tailles quasiment infinies. Le gros avantage, c'est qu'on peut rejoindre ces espaces numériquement, donc ça veut dire que pour les élèves éloignés, pour des activités asynchrones, etc., on peut proposer ces activités de façon tout à fait équivalente, donc ça c'est super intéressant. On n'est pas forcément obligé de s'authentifier, donc pour certains élèves, ça peut être sympa aussi de se dire on n'est pas en train de me fliquer ou de savoir que c'est moi, et donc si je fais une erreur, tout le monde va le savoir parce que mon nom sera écrit sur, etc. Donc ça fait partie des paramètres que vous pouvez décider. Et donc, moi, je vous encourage à varier un peu quand même la notion de je suis obligé on me reconnaisse, c'est Pascal qui a écrit ce machin-là, ou je suis libre de le faire spontanément. Moi, j'aime bien ce que vous dites quand vous dites il faut penser en épisode. Alors, c'est peut-être le premier petit obstacle lorsque vous commencez à utiliser Mural ou Miro, c'est de comprendre le principe d'organisation de ces murs. Alors, je vais vous donner deux images pour essayer de comprendre ça. Je vais vous donner l'image de la poupée russe. Vous voyez, c'est cette petite poupée en bois qu'on imbrique les unes dans les autres. Il y a une toute petite matrioshka qui se retrouve dans sa grande sœur, qui a encore une plus grande sœur, et puis il y a la maman, qui est la grand-mère. Ça, c'est des petites poupées russes comme ça, un système d'emboîtement. Et alors, on peut encore donner une autre image, c'est l'image de la salle dans laquelle on se trouve. Dans une vraie salle, on a un petit tableau blanc qui se trouve là. Dans un mural ou dans un miro, vous avez une salle qui a des murs de taille infinie et vous avez autant de murs que vous voulez. Ça peut être 1, 2, 3, 4, on écrit en haut, on écrit en bas. Et donc, ça vous fait autant de surface. Donc, ça vous fait potentiellement autant d'épisodes. Et quand on a compris ce principe d'imbrication, à ce moment-là, on peut rendre lisible les espaces sur lesquels les personnes vont écrire. Bon, c'est un peu théorique ce que je vous raconte là, mais c'est juste pour vous dire que il y a des conditions d'accès, il faut prendre un petit peu le temps pour comprendre comment ça fonctionne. Moi, si j'avais un conseil à vous donner, autorisez-vous à l'expérimenter de façon ultra simple, un mur, pas de poupée russe, pas de trucs compliqués, et vérifiez juste que vos élèves sont en capacité à rejoindre le mur de façon anonyme, sans devoir mettre un mot de passe et tout ça machin. Si vous maîtrisez ça, vous avez les fondations pour ajouter les épisodes, etc. Après, je vais le donner beaucoup plus simple. Il y a un autre très très gros avantage de ces solutions-là, c'est non seulement elles sont très grandes, mais surtout, vous pouvez, de la même manière que lorsque vous donnez un document imprimé à vos élèves, les consignes sont claires, les zones d'écriture sont évidentes, on ne se casse pas la tête pour savoir où faut-il travailler. Eh bien, avec ce genre de solution, c'est pareil. Vous pouvez créer un canevas, c'est-à-dire qu'il y a des zones de consignes, des zones dans lesquelles on va dessiner, on va déposer quelque chose, et ces zones, vous pouvez les cadenasser pour qu'elles ne soient pas cassées. D'accord ? Et quand vous dites c'est ici que vous déposez un petit post-it pour écrire une idée, eh bien la zone est bien claire et personne ne va la faire disparaître en faisant une mauvaise manipulation. Donc lorsque vous allez tester cette solution pour la première fois, faites juste un mur, assurez-vous que les conditions d'accès lorsque vous allez créer le lien pour le rejoindre, ne demande pas d'authentification. Donc là, c'est la partie un peu désagréable, il faut se familiariser avec l'outil. Mais la belle promesse qu'il y a derrière, c'est le caractère infini et le fait que vous pouvez cadenasser. Alors, si vous pratiquez du jeu avec vos élèves, si vous souhaitez qu'ils fassent des activités avant ou en prolongement de l'activité en salle de classe, toutes les consignes que vous allez donner, tout ce que vous écrivez habituellement au tableau, tout ce qui se trouve imprimé, eh bien, vous allez pouvoir le cadenasser sur le mur virtuel. Donc c'est très puissant, principalement pour cette raison-là. Et ça permet aussi, quand on est... on ne peut pas écrire sur les murs, on a un tout petit machin qui est là, on a beaucoup de monde, comme c'est le cas aujourd'hui. Ici, vous voyez, même avec beaucoup de monde dans la salle, j'aurais pu vous proposer une activité avec ceci, et j'aurais pu vous faire travailler par banc, 3, 4, et chacun va travailler sur une zone. L'exigence pour moi en préparation, au lieu de préparer un document que je vais imprimer, c'est de préparer un canevas d'animation sur le mur que je vais cadenasser et je vais étiqueter groupe 1, groupe 2, groupe 3. Et à ce moment-là, je donne. Ici, vous êtes sur l'espace groupe 1, 2, 3, 4. Je ne vois pas. Et comme ça, c'est plus facile. Donc ça demande un peu de temps quand même pour préparer ces éléments-là. Une fois qu'on a maîtrisé ça commence à devenir un outil assez intéressant. Donc Mural ou Miro.
pareil, outil payant, vous en doutez, mais il y a la possibilité de solliciter avec votre adresse professionnelle un accès à l'éducation pour ces choses-là. Sinon, peut-être que tu as des solutions magiques en passant par l'INSPE pour... utiliser l'euro et c'est payant, mais Ouais. Voilà, donc, système d'éducation. Hein. J'ai discuté l'autre jour avec HP, j'ai dit, tiens, pourquoi est-ce que vous financez des trucs dans les salles de classe, etc. Ils m'ont dit, ah mais nous, on adore l'éducation, c'est 25% de nos revenus. Donc, on adore les enseignants, on adore les élèves. En contrepartie, on peut espérer quelque chose. Un autre outil très classique dans ce domaine-là, c'est Padlet. Qui utilise déjà Padlet? Voilà, on voit à peu près la moitié, un peu plus. Hein, on montre un peu plus. Donc là, on est aussi sur le principe d'un mur collaboratif, d'accord, sur un mur blanc. Les modèles sont beaucoup moins nombreux. Je pense que de mémoire, vous allez me corriger, il y en a 6 ou 7. Hein, les grands classiques, c'est en colonne. Donc ça, c'est facile quand on fait de la veille ou quand on demande à ses élèves de proposer des idées et qu'on n'aimerait pas que ces idées soient mélangées. Donc à ce moment-là, vous pouvez préparer, ordonner ça. Alors on peut s'en servir aussi pour faire de la gestion de projet. On ne va pas rentrer dans tous ces trucs-là. Mais donc Padlet, ça c'est vraiment un outil très facile. Alors à l'université, chez nous, on a obtenu un compte padlet.uclouvain.org, ce qui fait que nos enseignants peuvent créer autant de Padlet qu'ils veulent. Donc, Padlet aussi, au début, ils étaient très généreux. J'ai commencé à utiliser Padlet il y a très longtemps, je pouvais faire 30 murs. Maintenant, il y en a plus que 3. Donc voilà, pour l'instant, c'est 3. Moi, ce que j'aime bien avec Padlet, c'est pareil. Il y a des zones qui sont cadenassées. Parce qu'il y a d'autres outils, notamment des outils libres, qui sont très puissants, très faciles à utiliser, mais sur lesquels je n'ai pas le contrôle de ce que mes étudiants vont faire avec le contenu. Moi, je l'ai fait en formation de formateur, en formation d'enseignant, et je leur disais, j'ai décidé de laisser le Padlet complètement ouvert. Vous avez le droit de faire comme moi, vous avez même le droit de le supprimer. Le temps que je me retourne, il y avait quelqu'un qui avait supprimé tout le contenu. Voilà, juste parce qu'il a envie d'essayer. Ok, ça marche. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Avec des outils comme ceux-là, vous pouvez décider des colonnes pour que les colonnes soient fixées. Par contre, le contenu va rester ouvert. Et là, pareil, est-ce que les autres peuvent déplacer, ajouter des contenus sur le post-it de quelqu'un d'autre, ou je ne peux modifier que les post-it que moi j'ai déposés? Ça, c'est le genre de choses que vous pouvez très facilement décider avec Padlet. Donc moi, ce que j'aime bien avec Padlet, c'est que je garde le contrôle de mes consignes. Pour l'avoir vécu avec des enseignants, allez-y librement, ok, super, on met tout à la poubelle. On est un peu embêté. Un autre avantage aussi de Padlet, c'est que vous pouvez exporter les résultats, en particulier dans des formats qui sont faciles à réutiliser. Vous savez, les grands murs, quand on les imprime en image ou en PDF, même avec les lunettes, on a du mal, c'est pas lisible. Avec Padlet, chaque post-it peut devenir une ligne dans un tableau Excel. Et donc, vous pouvez récupérer tous les résultats qui sont là, vous pouvez les manipuler. C'est assez sobre, il n'y a pas 56 options ça peut bien fonctionner. Moi, il y a un autre usage que j'aime bien faire de Padlet aussi, c'est quand on discute avec des profs pour faire des projets vidéo, de la scénarisation pédagogique. Quand on fait du Loom, je reviens sur le tout premier outil que je vous ai raconté, si on enregistre son PowerPoint, c'est le cas pour beaucoup de personnes, la scénarisation, elle se fait assez naturellement. Je vais commencer par dire ça, et puis je vais dire ça, puis là il y a une transition, puis là il y a un exemple, tout ça est très clair. Mais quand on n'a pas de scénario PowerPoint, entre guillemets, comment est-ce que je fais? Bien, avec Padlet, on peut discuter ensemble et faire ce genre de choses. Oui. Padlet que l'on substituera, si possible, à Gpad. Question RGPD. Oui, après, je crois qu'il y a Thierry. On pourra en discuter avec Thierry aussi. Ouais. Alors, GatherTown, je crois qu'il y avait personne qui connaissait cet outil-là. Donc, GatherTown, qu'est-ce que c'est? On va dire c'est du Zoom mélangé avec du jeu. Donc, en fait, quand je rentre dans un Zoom, c'est austère, chacun sa petite case. Les collègues d'ailleurs, à distance là-bas. Merci d'avoir laissé les caméras. Par contre, si je veux créer des conversations entre des personnes qui sont à distance, si je suis avec Teams, je vais créer des canaux. Si je suis avec Zoom, je vais jouer avec les breakout rooms. Donc, ça demande un petit peu de chipotage, on va dire. Alors qu'avec GatherTown, je peux créer un environnement où, en fait, je dessine ma classe. Je peux même dessiner la plage de mes rêves. Et lorsqu'on se rapproche de l'océan, eh bien, il y a une zone où on peut discuter.
Puis quand je me rapproche du feu, il y a une autre zone pour discuter. Et lorsque j'arrive à l'entrée de la plage, c'est l'endroit où tout le monde va s'installer. Et donc je peux dessiner ça avec GatherTown. Je peux faire ça. Quelque chose qui ressemble à l'environnement dans lequel on se trouve. Vous avez tous les objets possibles et imaginables. Et lorsque vous donnez des consignes à vos étudiants, à vos élèves, vous pouvez leur dire, OK, le groupe 1, rendez-vous près du feu. Et ils vont prendre vous savez, les 4 flèches, là, monter, descendre, gauche, droite. Ils vont prendre leurs flèches. La première chose qu'ils vont faire quand ils rentrent, ils vont devoir se créer un avatar, ça ils adorent. Voilà, moi qui ai toujours rêvé d'avoir des cheveux roses et longs, ben, je peux faire ça. Et donc je rentre avec mon avatar. Et lorsqu'on me dit, OK Pascal, tu vas avec Sophie, Alban, vous allez au coin du feu, eh bien je quitte la zone commune. Voilà les petits personnages qui se déplacent comme ça jusqu'au coin. Et lorsque je me rapproche du coin du feu, automatiquement ma caméra s'ouvre. Et lorsqu'Alban et lorsque Sophie vont se rapprocher, je vais avoir une conversation juste avec eux deux. Et les autres ne nous verront pas. Mais moi, en tant qu'enseignant, c'est facile parce que en même temps que je suis en train de discuter avec eux deux, je vois les autres qui sont. Et donc je dis, tiens, il y en a qui n'a toujours pas trouvé la bonne zone de travail. Et donc, du coup, pour aller rejoindre les conversations, pour suivre les travaux de groupe, eh bien, moi, je peux me déplacer comme je le ferais physiquement dans une salle et aller à la rencontre d'un groupe, d'un autre groupe. Il suffit juste de déplacer son petit personnage pour faire ça. Voilà. Vous pouvez faire une petite salle de détente aussi, dire voilà, si vous rapprochez de tel ou de tel arbre, vous allez entendre de la musique. Donc là, vous pouvez mettre de la musique et les étudiants, les élèves sont tranquilles. Donc c'est très, très bon. Ça a beaucoup de succès. On a essayé à l'UNIF, on a eu des réactions très épidermiques. Il y a un prof qui s'est levé et qui dit « Ah, bon, je ne supporte pas le jeu, je m'en vais. » Bon, très bien, il était le seul. Par contre, ce sont des profs du secondaire qui nous ont montré ça, qui ont ouvert la voie. Et donc, par exemple, à l'UNIF, il y a un groupe d'étudiants qui a reconstitué pendant la pandémie tout le secteur des sciences. Donc, ce qu'on appelle chez nous le haut de la ville. Alors, le haut, c'est pas très haut, c'est 35 mètres de dénivelé, mais sur le haut de la ville, il y a tout le secteur des sciences et technologies. Et donc, ils avaient redessiné l'endroit où ils aiment faire la fête, l'endroit où ils aiment se rencontrer, les salles de classe, les TP, et ils se réunissaient comme ça. Donc, un métavers. Pardon ? Un métavers. Oui, c'est ça, c'est une espèce de métavers pixelisé, et surtout, on n'a pas besoin de paire de lunettes. Voilà, il suffit juste d'avoir un ordinateur, et l'expérience est vraiment, franchement sympathique. Voilà. Mais vous pourriez avoir des réactions très épidermiques. Moi, ça m'a assez surpris. Hein. Enfin, je ne devrais pas le dire, mais c'est notre président, au LLE, là où je travaille. Il m'a dit, ah non, moi, je ne supporte pas les jeux numériques, je fais un blackout complet sur cette affaire-là, je quitte l'activité. On faisait une formation sur le jeu. Hein. Donc, on a notre président qui s'en va en plein milieu de l'activité, ça fait un gros effet. Mais voilà, il faut tenir compte de ces choses-là. GatherTown. Bon, évidemment, pareil, hein, c'est un peu malheureux, mais dans les outils numériques. C'est gratuit ou... Voilà, c'est gratuit avec un nombre limité de connexions. Voilà. Moi, je ne suis pas parvenu à faire acheter une licence institutionnelle. C'est cher. Je ne sais pas pourquoi. Ça doit être l'effet pixel, à mon avis. On va dire ça. Bon, Microsoft Form, je vais aller vite là-dessus. Ça permet de faire des collectes de données. C'est pas le plus sexy là-dedans, je vais dire. Geniali. Qui connaît, ou plutôt, qui ne connaît pas Geniali? Ok, bah alors ça tombe bien, parce que vous avez 22 personnes qui l'ont expliqué. Ils ont bien la chance. Est-ce que l'un ou l'une d'entre vous peut nous dire l'usage qu'il fait de Geniali avec ses élèves? Allez, 3 exemples en méthode popcorn. Je fais chauffer les grains, là. Il y a un grain qui va exploser. Attention, pop. On continue avec la température, un peu de sucre. Escape game. Escape game avec Geniali. Quoi d'autre? Magazine, oui. Donc on est sur des ressources interactives, hein, d'accord? Si vous savez faire un PowerPoint, vous êtes déjà très compétente et très compétent pour faire du Geniali. La différence de PowerPoint, c'est que ce que vous produisez là va être disponible sur le web, vous allez pouvoir facilement l'intégrer, et tous les contenus sont interactifs. Donc soit un magazine dont on va tourner les pages, soit une mission d'exploration, il faut trouver un premier indice qui donne accès, il faut taper le bon code, puis quand le code est vérifié, on peut rentrer dans la deuxième pièce. Donc on peut créer un imaginaire, on peut créer un scénario d'animation interactif. Donc en fait, c'est un peu si on faisait un mini site web, sauf que c'est un site web pour les profs. C'est pas un site web professionnel pour vendre ou je sais pas quoi. C'est un truc qu'on aura envie d'utiliser pour faire des animations avec ses élèves. Un troisième exemple, Escape Game Magazine. Qu'est-ce que vous faites d'autre avec Geniali? Je suis sûr que vous avez plein de trucs. Ouais, par exemple.
je fais des trames en fait, à l'intérieur. C'est pas forcément sous forme d'énigmes ou d'escape game, mais c'est vraiment pour centraliser les activités différentes. Par exemple, sur l'identité numérique, je vais prendre ça comme sujet et au fur et à mesure des jeux, ils vont avancer sur chaque. Le parcours est libre ou il est conditionné à la réussite de l'étape qui précède? Non, oui. Voilà. Mais on pourrait faire les deux, quoi. Oui. On pourrait faire les deux. C'est vraiment, c'est un outil qui est au service de votre imaginaire. Alors attention, tous ces trucs-là, ça prend du temps. Hein. Mais, et puis quand on est créatif, on ne s'arrête plus. Mais ce sont des outils qui sont faciles à prendre en main. Voilà. Commencez petit, toujours. Vérifiez rapidement. Et puis, vous avez vu, il y a 30 personnes ici qui savent utiliser ce machin-là. Donc, vous allez forcément trouver des collègues. Qui connaissent. Ah, ils sont utilisés. Ouais, mais c'est le début, Voilà, génial. Allez, un dernier pour la route, mais ça, je pense que vous avez déjà cité des solutions alternatives. Donc, Classroom Screen, est-ce que vous pouvez, je reviens vers toi, j'ai un blanc du coin de l'œil, mais je suis persuadé qu'il y a d'autres personnes, des solutions alternatives à Classroom Screen? Je ne sais pas c'est quoi Classroom. Ah, ok. Je connais la solution alternative, mais je ne connais pas celui-là. Ok, donc vous connaissez la digitale? J'utilise beaucoup la digitale pour en fait. D'accord, et donc la digitale, vous l'utilisez pour faire quoi? Quasiment tous les outils, ça dépend de ce dont j'ai besoin. Alors, un exemple concret, est-ce que ça peut m'aider à gérer ma classe? Oui, il y a beaucoup d'outils pour collecter des informations comme des images de mots, comme il y a des tableaux interactifs, il y a des outils pour envoyer toutes les activités HTML. Pour intégrer de la HTML. Buzzer, il y a vraiment une multitude d'outils, c'est vraiment et tout est open source. Voilà, l'activité dure 5 minutes, j'ai un timer, enfin j'ai une horloge là, qui défile, qui indique le temps qui progresse. J'ai un dé en mousse, j'ai la liste de mes élèves qui sont dans la classe, j'ai une série de questions qui sont préparées, je lance le dé en mousse parmi mes élèves, hop, version numéro 1, ça c'est ce que je fais moi en vrai avec un vrai dé en mousse. Mais quand avec la digitale ou avec la Classroom Screen particulier, je peux reproduire la même chose, c'est-à-dire que si je n'ai pas un dé en mousse, parce que je l'ai oublié à la maison, j'ai oublié en Belgique, ça c'est ballot, comment je fais, eh bien je vais utiliser Classroom Screen, et donc je vais pouvoir tirer au hasard un nom parmi les participants, je vais lui demander de faire le top, là il y a un faux dé numérique qui va tourner, et à côté de ça j'ai ma liste de questions, et donc je ne sais pas moi, Alban, mon meilleur élève, il est au premier rang, studieux, toujours au taquet, des résultats incroyables. Et donc, Alban, tu tirais au sort la valeur 1 et donc tu réponds à la question 1. Ça permet aussi de faire tout ce genre de choses. Donc, Classroom Screen, un de ces outils, ce n'est pas le seul, il y a beaucoup de choses qui bougent là-dessus. Là, pour le coup, ça fait partie de ces solutions graphiques, a priori open source, mais peut-être moins de la digitale. Alors, ce qui est différent quand même par rapport à ces autres outils-là, Classroom Screen, on est sur un site web. Donc, on se connecte en fait sur Classroom Screen et alors on a une série on appelle des widgets, donc des petites boîtes à outils vous pouvez utiliser, vous pouvez paramétrer. Et ça va fonctionner si vous êtes plutôt connecté. Alors que la digitale, vous pouvez télécharger la boîte à outils, vous pouvez l'utiliser à n'importe quel moment. Donc là, vous n'êtes pas dépendant de la fibre ou du fil, des choses comme celle-là. Ça fait partie de ces solutions-là. Voilà. Donc, un avantage, ludifier, être autonome un peu de l'Internet, gestion de classe, interaction, voilà. Magnifique petite boîte à outils que les profs adorent. Et là, pareil, nous, on les voit dans des séances ludoviennes, comme ici. Des enseignants du primaire et du secondaire, ils ont des outils vachement rigolos, et si on les amenait à l'UNIF, voilà. C'est vous qui nous avez inspiré. Voilà, j'en ai fini. Avez-vous des questions Des suggestions? On est bon, Mortagne aussi. Bon, de toute façon, moi, je suis là avec vous cette semaine. Donc, je serais ravi d'apprendre à mieux vous connaître, de découvrir vos réalités locales. Vous croisez bientôt. Bonne journée.